Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roches bleues, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvonne. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline. C'est Garlaban, où les guetteurs de Marius, quand ils virent, au fond de la nuit, briller un feu sur Sainte-Victoire, allumèrent un bûcher de broussailles. Cet oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posant enfin sur la roche du Capitole, apprit à Rome que ces légions des Gaules venaient d'égorger, dans la plaine d'Aix, les 100 000 barbares de Teutobourg. Mon père était le 5e enfant d'un tailleur de pierre de Valéras, près d'Orange. La famille était établie depuis plusieurs siècles. D'où venait-il? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des l'Espagnol, puis des Espagnols. De plus, il était armurier de père en fils, et trempait des épées dans les eaux de l'Ouvèze, occupation, comme chacun sait, noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les troublons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un arrière-grand-oncle, sortit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée, dans une apothéose d'étincelles, entouré de soleil tournoyant sur une gerbe de chandelles romaines. Il n'en mourut pas, mais sur sa cheville gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pour ça, jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela le rousté, c'est-à-dire le rôti. C'est peut-être à cause de cet incident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre, qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, doux au toucher, et en tout cas non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie, et il devint, je ne sais pourquoi, tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France et finit par s'établir à Valéras, puis à Marseille. Il était petit, mais large d'épaules et fortement musclé. Lorsque je l'ai connu, il portait de longues boucles blanches qui descendaient jusqu'à son col et une belle barbe frisée. Ses traits étaient fins mais très nets et ses yeux noirs brillaient comme des olives. Son autorité sur ses enfants avait été redoutable, ses décisions sans appel. Mais ses petits enfants tressaient sa barbe ou lui enfonçaient dans les oreilles des haricots. Il me parlait parfois très gravement de son métier, ou plutôt de son art, car il était maître appareilleur. Il n'estimait pas beaucoup les maçons. Nous, disait-il, nous montons des murs en pierre appareillée, c'est-à-dire qui s'emboîtent exactement les unes dans les autres, par des tenons et des mortaises, des abrèvements, des queues d'aronde, des traits de Jupiter. Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans des raimures pour empêcher le glissement. Mais c'était incrusté dans les 2 blocs et ça ne se voyait pas. Tandis que les maçons, ils prennent les pierres comme elles viennent, et ils bouchent les trous avec des paquets de mortier. Un maçon, c'est un noyeur de pierres, et il les cache parce qu'il n'a pas su les tailler. Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire 5 ou 6 fois par an, il emmenait toute la famille déjeuner sur l'herbe, à 50 mètres du pont du Gard. Vous pouvez aller chercher sur internet à quoi ça ressemble le pont du Gard. Ça vous donnera une idée. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur les tabliers du monument, prenait des mesures, examinait des joints, relevait des coupes, caressait des pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait dans l'herbe, devant la famille en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire, et jusqu'au soir, il le regardait. C'est pourquoi, 30 ans plus tard, ses fils et ses filles, au seul nom du pont du Gard, levaient les yeux au ciel et poussaient de longs gémissements. J'ai sur ma table de travail un précieux presse-papier. C'est un cube allongé, en fer percé en son centre d'un trou ovale. Sur chacune des faces extrêmes, un entonnoir assez profond est creusé dans le métal refoulé. C'est la massette du grand-père, André, qui frappa pendant 50 ans la dure tête des ciseaux d'acier. Cet homme habile n'avait reçu qu'une instruction sommaire. Il savait lire et signer, mais rien de plus.
Il en souffrit secrètement toute sa vie, finit par croire que l'instruction était le souverain bien, et il s'imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres. Il se saigna donc aux 4 veines pour établir ses 6 enfants dans l'enseignement, et c'est ainsi que mon père, à 20 ans, sortit de l'école normale d'Aix-en-Provence et devint instituteur public.